monsieur. À noter également que la session de l'année dernière, on avait abordé la question justement de l'articulation des droits de l'homme et des droits de la nature. On avait beaucoup abordé cette question-là de plusieurs manières. On avait vu, entre autres, pour faire court, que avancer sur les droits de la nature permettait d'avancer sur les droits humains, sur les conditions féminines, sur les droits de l'enfant, sur l'autosubsistance des peuples, sur la subsistance même tout simplement des peuples, etc. Donc ça c'était un argument en faveur des droits de la nature vis-à-vis d'acteurs déjà porteurs d'ambition et d'enjeux au niveau des droits humains qui pourraient à chaud penser que ce serait une préoccupation qui devrait venir ensuite, une fois que seront réglées les questions des droits humains, puisque là, en l'occurrence, on peut faciliter l'accès aux droits humains en mettant en œuvre les droits de la nature. Il y a une autre notion aussi, l'intégration par couche, entre d'un côté le fait que nous sommes partie intégrante de la nature et que donc nous sommes l'un des sous-éléments de cet être vivant, et que donc notre comportement influence le comportement de cet être vivant, que donc les droits de la nature sont une sorte de charte comportementale au niveau de notre place de vie, mais également une sorte d'aboutissement avec les droits de la nature qui viendrait chapeauter un très long travail de pacification de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, puisqu'on a appliqué la violence aux autres êtres humains, on a appliqué la violence aux femmes, la violence aux enfants, et à chaque fois, de guerre en guerre, de violence en violence, on a essayé d'arrêter ça, y compris avec les conventions internationales. Aujourd'hui, on fait violence à la nature, et effectivement, une convention internationale des droits de la nature permettrait de faire la paix avec la nature, et ça c'est important, je pense. Est-ce que Moussa, tu voulais intervenir, n'est-ce pas? Merci. Ma question, elle fait suite à la première question que j'avais posée, parce que je n'ai pas vraiment trouvé satisfaction. Lors de ce même débat l'année dernière, il y a eu des intervenants qui ont évoqué la nécessité de recentrer les droits de la nature sur ceux de l'homme. Un peu l'idée que venait encore d'évoquer l'intervenant précédent. La question que je vais poser pour que vous compreniez ma préoccupation première est la suivante. Si on fait abstraction de la présence humaine vraiment sur Terre, et on suppose que l'homme cesse d'exister sur Terre, les risques que la nature, c'est pour ça que j'avais posé la question d'essayer de définir, de délimiter cette nature-là, les risques que court cette nature-là, est-ce qu'ils gardent la même pertinence? Je prends le cas je prends le soleil. Il y a une violence qu'on ne peut même pas s'imaginer qui se produit sur le soleil, qui nous fait du bien. Tout brûle sur le soleil, on ne sait même pas s'imaginer. C'est la science qui essaie d'expliquer ce qui se passe sur le soleil, mais c'est une violence inimaginable. Alors, il y a plein de planètes dans le système solaire qui subissent ce que nous pouvons considérer comme une violence, mais qui sont là et qui influencent beaucoup d'autres objets dans l'univers. Si on fait abstraction, ou on n'essaie pas de centrer cette notion de droit sur l'homme, est-ce que les risques qui nous font ressentir le besoin ici, est-ce que ces risques ont le même sens, ont la même pertinence? Voilà un peu le sens de la question. Je reviens un tout petit peu à la discussion qu'on avait l'année passée, parce que je trouve fantastique que entre ce que nous avons discuté l'année passée et ce que nous avons discuté aujourd'hui,
il y a des points communs et il y a du nouveau. Et je crois que l'année passée, on avait abordé un tout petit peu un élément que j'appellerais d'épistémologie, de connaissance des sciences. Ça veut dire, parce que la question elle est totalement pertinente, c'est quoi la nature s'il n'y a personne qui en parle? Le mot n'existerait pas si nous n'en parlions pas. Alors, je crois que j'avais dit l'année passée qu'on ne peut pas, parce que ça c'était aussi une présence qui était là, de dire l'homme est mauvais. Hein? L'homme est mauvais dans la nature, c'est l'élément qui dérange la nature. Et je crois me souvenir d'avoir dit nous ne pouvons pas faire autrement que d'être anthropocentrique. Parce que notre connaissance et notre capacité de connaître, elle est faite que nous avons notre cerveau, nous avons nos yeux, nous ne voyons pas avec les yeux des mouches, nous voyons avec les yeux d'êtres humains. Et nous pensons avec un cerveau d'êtres humains, nous pensons, et notre système ici, notre ventre, il pense avec un ventre qui a besoin de manger des choses, des aliments qui sont bons pour nous. Nous ne pouvons pas penser autrement. Nous ne pouvons pas, c'est inutile de vouloir dire « Ah ben, l'être humain est mauvais, bienvenue, qu'il disparaisse, comme ça la nature sera saine, sauve, etc. » C'est un discours qui n'a pas de sens, à mon avis. Parce que le sens même, l'idée du sens, nous ne pouvons que la définir par rapport à notre état d'être humain. J'avais fait pour cela une fois avec mes étudiants une chose, un petit discours horrible, un petit jeu d'esprit horrible. Je dis, qu'est-ce que vous dites si vous lisez dans le journal l'histoire d'un autocar qui monte dans les montagnes et puis arrive un terrible accident. Il tombe en bas dans le ravin. Et comble du malheur, il tombe tellement bas dans le ravin que c'est difficile de sauver les gens rapidement. De toute façon, il n'y a plus personne à sauver. Hein. Ils sont tous morts. Et qu'est-ce que vous allez dire par rapport à cela? Évidemment, vous allez dire, oh, terrible, pensez aux pauvres familiers de ces gens, qu'est-ce qu'on va leur dire, etc. Mais essayez de regarder la même scène avec les yeux des mouches. Quel festin! Hein? C'est horrible cette histoire, mais c'est juste pour dire, nous ne pouvons pas sortir de notre état d'être humain, ne serait-ce que pour parler de nature. On peut imaginer la nature sans l'homme, c'est un jeu d'esprit. Nous savons effectivement qu'est-ce qui s'est passé avant l'apparition de l'homme sur Terre, qu'il y a eu des cataclysmes, que les pauvres dinosaures ont disparu. Et puis, si vous racontez ça à un enfant, bon, il dit, est-ce que mon dinosaure en plastique, il a disparu aussi? Bon, ben là, il y a de nouveau une relation humaine, n'est-ce pas? Parce que j'aime mon petit dino. Mais les autres et les parents, qu'est-ce qu'on s'en fout des dinosaures qui ont disparu, n'est-ce pas? Donc ça, je pense qu'il faut qu'on se rende à cette chose. Nous sommes des êtres humains et nous sommes par nature, nous sommes anthropocentriques. Voilà. La violence, qu'est-ce que c'est la violence? En fait, la violence, c'est quelque chose qui nuit à autrui. Donc on peut dire que le soleil, en fait, parler de violence, c'est pas très approprié de parler de violence. Il y a des phénomènes d'une énergie absolument inimaginable dans le soleil. Mais ce n'est pas de la violence, puisque ça ne fait du mal à personne, ça ne fait que du bien. On ne peut pas dire que c'est de la violence. La violence, c'est développer une force qui fait du mal à autrui. C'est ça la violence. Est-ce qu'éventuellement tu parlais d'une planète plus proche que la Terre et qui grille en permanence et sur laquelle peut-être des bactéries brûlent à cause du soleil Voilà, en fait, lorsque je parle de la violence, c'est parce que j'essaie de m'imaginer ce que l'homme veut s'interdire à lui-même, à ne plus faire face à la nature. Oui.
et j'essaie de comparer ce que le soleil est capable de produire comme effet sur la même nature que nous voulons protéger, je me dis il y a des relations dans l'univers qui parfois peuvent avoir des conséquences, passez-moi le terme, assez violentes, qui transforment perpétuellement plein de choses, notamment sur Terre. Mais nous percevons les risques, les dangers, la nuisance de cela que seulement avec le regard humain, comme le disait tout à l'heure Christa. Mais si par un jeu de raisonnement d'abstraction, j'essaie de faire abstraction de la présence de l'homme, cette violence, ce n'est pas vraiment une violence en réalité. Donc ici, ma préoccupation, c'est de se dire ce que nous voulons définir comme le droit, et que nous disons droit de la nature, est-ce que ce n'est pas en réalité, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, d'autres aspects des droits, mais toujours dans l'intérêt de l'homme. C'est dans ce sens que je voulais dire, parce que si ce n'est pas des droits dans l'intérêt de l'homme, en réalité, les risques, les craintes que nous avons peuvent ne pas finalement être des craintes. Parce que ça s'est passé dans... Il y a des planètes qui ont explosé, qui ont brûlé, qui ont été complètement pétrifiées, mais l'univers continue à être situé. Voilà. Oui, je pense que ta question, elle soulève ces problèmes fondamentaux. Est-ce que le droit de la nature doit faire partie des droits de l'homme ou pas? Est-ce qu'on en fait un objet de pensée différent pour dire le droit humain, c'est nous tous ici, nos congénères, ici maintenant, à quoi est-ce qu'ils ont droit? Et puis la nature, c'est une autre chose. En réalité, telle que tu poses la question des droits humains avec un axe du temps. Tu ajoutes au droit humain un axe du temps en disant les droits humains, c'est pas uniquement ne pas finir dans une chambre de torture, avoir à manger aujourd'hui, etc. Mais tu introduis l'axe du temps pour les générations futures, il faut que ce soit aussi le cas. Et je pense qu'actuellement, si on a intellectuellement à mâcher une matière à laquelle nous devons penser quel est le bon chemin, c'est est-ce qu'effectivement on ajoute aux droits de l'homme les droits de la nature, mais en explicitant bien ces droits de la nature, c'est les droits de l'homme, mais avec l'axe du temps, c'est-à-dire ceux qui viennent après nous, ils ont aussi des droits. Hein. Ça, c'est une façon d'empoigner la chose. Et puis l'autre façon d'empoigner la chose, c'est de dire, bon, écoutez, il y a des juristes, l'axe du temps, c'est pas tellement leur truc. Donc faisons les choses, les droits de l'homme, les droits de la nature, comme ça, on a deux tiroirs différents, les choses sont bien rangées, et puis chacun il peut raisonner avec son propre truc. Voilà, c'est deux façons différentes. La seule chose qui doit déterminer notre choix, c'est l'efficacité. Donc c'est même pas un choix stratégique que nous devons faire, c'est un choix tactique. C'est un choix de dire comment est-ce qu'on fait passer les concepts qui nous tiennent à cœur efficacement pour qu'ils rentrent dans un corpus juridique de prescription comportementale, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois ne pas faire, etc. Et qu'ils soient le plus rapidement et le plus efficacement partagés par le plus de monde possible. C'est ça, à mon avis, c'est la seule question. Hein. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, je ne sais pas, quand on a la chance d'avoir un pays, n'est-ce pas, qui a mis en route quelque chose, et c'est un petit peu aussi ce que je voulais dire, un petit peu pour faire un petit bilan, n'est-ce pas? Mais quand on a un pays qui vient ici pour la deuxième fois témoigner de ce qu'ils ont fait et de dire comment ça a évolué, un petit pays, pardon, 7 fois plus grand que la Suisse, mais qui viennent dire nous avons fait, hein,
nous témoignons, vous pourriez aussi faire, mais voilà, nous, on n'est pas investi du pouvoir, on n'a pas la même voix que les États-Unis ou que l'Union européenne dans les institutions internationales. Et bien, pour la deuxième fois, c'est fantastique. Ici, il y a eu des discussions qui ont évolué depuis la dernière fois. Donc ça, c'est bien. Puis on pourrait aussi se poser la question, comment ça se fait qu'ici, il y ait toujours une vingtaine, n'est-ce pas? Ça fait la deuxième ou troisième fois qu'on se réunit ici. Il y a toujours une vingtaine, et puis quelqu'un qui serait vraiment vulgaire et méchant et dit « Ouais, ouais, c'est les habituels branleurs, là, voilà. » Alors, je vais juste vous raconter une petite histoire. Un jour, je me suis trouvé... La séance est enregistrée. Hein. Oui, oui. Tu peux. Une petite histoire, que j'étais pour un semestre d'université comme professeur d'échange en Californie. En Californie du Nord, je précise. Hein. Californie du Nord, c'est un pays de loups. Hein. Mais c'est un pays non seulement de loups, mais aussi un pays d'Indiens. Hein. Donc c'est un patchwork de communautés amérindiennes, Native Americans. Hein. Et on avait une discussion hautement philosophique, et puis le gars que j'avais en face venait de me révéler qu'il faisait partie des Wild People. Hein. Donc c'était une population qui avait été à cet endroit-là massacrée en 1800, je ne sais plus, 30 ou quelque chose comme ça, une histoire épouvantable. Mais on avait fraternisé, blanc et peau rouge, bien que les yeux bleus, parce qu'il avait quelques grands-pères danois. Et puis, je me lamentais de l'efficacité de cette inclusion dans cette université et que ça n'a pas suffisamment d'impact, alors que c'était vraiment des actions très intéressantes et localement très efficaces. Et puis le gars, il dit comme ça, il n'était pas à son premier coup de m'éblouir avec sa sagesse. Il dit, montre-moi ta main. Il dit, retourne là. Ok. Dis-moi, est-ce que tu as une sémence de séquoia sur la main? Je sais pas, je crois pas. Il dit, tu ne sais pas. C'est bien que tu ne sais pas. Tu dis que tu ne sais pas. Après, je t'aurais pu dire non aussi. Sache seulement, les séquoias, c'est les êtres vivants les plus hauts du monde. Hein. Il dit, sache une chose, la séquence de séquoia, si tu l'avais sur la main, tu ne pourrais pas la voir tellement elle est petite. Alors, une séquence qui est tellement petite que tu ne peux pas la voir, qui donne lieu à des êtres si grands, c'est peut-être une belle métaphore pour notre groupe de, entre guillemets, branleurs, n'est-ce pas? Ce que nous sommes en train de construire maintenant, le moment où le bon mélange est là et où nous décidons, maintenant on décolle, eh bien, cette salle ne suffira plus. Parce que vraiment, il y aura l'audience. Là, on est dans les starting blocks, on est en train de s'entraîner, on est en train de se préparer pour être prêt, on est en train d'assembler les éléments, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que vous contribuez, puis le jour où on est prêt, eh bien, ça va décoller aussi.